en fait, notre quantité de sommeil à tous a baissé ces 20 ou 30 dernières années. On dort moins qu'avant. Or, vraisemblablement, notre besoin de sommeil n'a pas baissé, parce qu'il est biologiquement déterminé depuis très longtemps, donc il n'y a pas de raison de penser qu'on a moins besoin de dormir que nos parents ou nos grands-parents. Donc on est probablement tous un petit peu en dette de sommeil, et dans certaines familles, les parents et les enfants, ils ont un peu le même rythme, quoi. Alors déjà, on sait que les enfants, ils ont plutôt tendance à avoir plus besoin de sommeil que nous, mais en tout cas, il y a des enseignants qui rapportent qui peuvent repérer pratiquement les enfants qui ont l'air crevés, quoi, à l'école. Or, on sait que le sommeil, c'est important pour la mémoire, c'est important pour la stabilité. Un enfant fatigué, surtout un petit, c'est souvent un enfant agité. Donc voilà, alors en plus, alors ça rejoint un autre truc que je constate fréquemment, c'est que en fait les candidats les plus clairs à rester très accrochés aux écrans, c'est souvent finalement des personnes qui ont du mal à être seules, qui ont du mal à s'occuper seul. Or ça, c'est quelque chose qu'un enfant développe, vous voyez. Au début, il peut jouer en présence de ses parents qui sont pas trop loin, et puis progressivement, il peut jouer dans sa chambre. Enfin, c'est un chemin de développement. Et certains enfants qui sont justement assez inquiets, en particulier assez inquiets d'être seuls, il y a certains parents qui disent s'il n'est pas en train de jouer sur la console, ou il est derrière moi, il me colle, vous voyez, il me suit dans les pièces, il peut pas jouer seul dans sa chambre. Donc, d'une certaine façon, à partir du moment où il y a l'écran dans la chambre, l'enfant peut être dans sa chambre, mais il n'est pas seul. Et là, moi en tout cas, ça me fait penser que probablement pour notre système nerveux, l'écran, c'est un peu comme une présence, vous voyez, ça remplit la même fonction. Et bon, même il y a plein d'adultes, hein, quand ils rentrent chez eux, qui allument la télé, pas pour regarder la télé, mais parce qu'ils se sentent mieux qu'il y ait une présence. Voilà. Mais la particularité de celle-là, c'est qu'elle prend la place du reste, quoi, en tout cas pour l'enfant. Voilà pour le sommeil. Enfin oui, c'était aussi pour dire qu'il y avait quelques personnes et quelques enfants en particulier qui s'endorment devant la télé. Ça existe aussi. Alors évidemment que c'est pas un bon moyen de régler un problème de sommeil pour toutes ces raisons, mais aussi parce que la qualité du sommeil s'en ressent. Alors, une fois qu'on a listé l'attention, la réussite scolaire, le langage et l'attention, la réussite scolaire, le langage, l'attention et le sommeil, on imagine bien qu'un enfant qui a du mal à l'école, qui a un langage un peu limité, qui a des problèmes de sommeil, qui ne dort pas la nuit et qui a du mal à fixer son attention, qui bouge beaucoup, celui-là, a priori, il a plus de risques déjà d'être en difficulté avec les autres, vous voyez, sur le plan relationnel. Ça paraît relativement évident. C'est pour ça que les gens qui dissertent sans fin pour savoir si c'est vrai ou pas que les écrans rendent violents, je veux dire, déjà le fait d'être en échec ou en soi ne facilite pas de se sentir bien à l'école, déjà. Ensuite, les études sur la question de est-ce que les écrans rendent violents, c'est tout cela contrôlé par ailleurs, c'est-à-dire si on compare avec des enfants qui auraient le même niveau de difficulté de langage, le même niveau de difficulté scolaire, le même niveau de difficulté d'attention, le même niveau de tout le reste, est-ce que le fait de regarder des images violentes explique une violence supplémentaire? Vous voyez, il y a déjà quelque chose d'un peu malhonnête dans le débat parce que on a contrôlé pour tout le reste, alors que déjà le fait d'être beaucoup exposé, a priori, ne met pas l'enfant sur un pied d'égalité avec ceux qui le sont moins. Hein, et étonnamment, il y a encore des gens pour dire, et j'ai vu ça encore sur Internet récemment, un site Internet Actu, un truc de lobbying pro nouvelles technologies, où une dame répondait, enfin je sais pas, il y avait une discussion, puis il y avait une dame qui disait oui, enfin quand même, vous avez vu tel texte, c'était un texte où j'avais écrit dedans, alors ça m'a amusé de voir ça, et là le type qui était le rédacteur en chef du site lui répond oui, enfin le lien avec la violence n'a jamais été prouvé. Alors je me suis dit tiens, c'est intéressant quand même. Alors j'écris au type, je lui ai dit bonjour, bah tiens, vous dites qu'on se trompe dans notre texte, que le lien n'a jamais été prouvé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui répètent ça, mais si vous voulez, on en discute parce que je pense que vous vous trompez. Voilà mes coordonnées, etc. Il m'a jamais rappelé. Et je l'ai fait 2 ou 3 fois ce genre de choses. Et bizarrement, les gens qui disent ça, visiblement, ne souhaitent pas en discuter. C'est très très étonnant. C'est comme s'il fallait dire qu'il n'y avait pas de problème, alors que en l'état actuel des connaissances, il y a de bonnes raisons de penser qu'il y a un problème. Alors, moi, ce qui me fait dire qu'il y en a un, c'est d'une part mon expérience du boulot, hein, mais ça on pourrait encore objecter qu'il y a un biais dans les enfants que je rencontre, etc. Mais en 2009, les pédiatres américains, ils ont fait une revue de la recherche sur le sujet, ils ont recensé 3600 études sur la question violence et écran, et pour eux, il n'y a pas d'ambiguïté.
toutes les études, ou presque, montrent qu'il y a un lien. C'est-à-dire, plus on est exposé à un degré de violence sur les écrans, plus l'enfant est susceptible d'avoir des comportements violents. Il n'y a absolument aucune ambiguïté. Il n'y a qu'en France qu'on a continué de dire, grâce à quelques spécialistes un peu bizarres, que parfois, en fait, quand on était violent, on pouvait jouer à des jeux violents et après on se sentait plus détendu. Genre, on défoulait notre agressivité sur le jeu violent. C'est insensé, ça. Il n'y a aucune expérience qui a jamais montré un effet pareil. Aucune. Par contre, le contraire, ça a été montré. C'est-à-dire, vous pouvez montrer des images violentes à des enfants avant d'aller jouer sur un terrain de hockey, et il y a plus de fautes sur le terrain. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se tuer, mais ça veut dire que le niveau d'agressivité moyen va plutôt augmenter. Et a priori, je vous dis, c'est pas une ou deux, trois études qui se battent en duel, hein, c'est 3600. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est qu'il y a maintenant des outils statistiques un peu sophistiqués qu'on appelle des méta-analyses, où on prend plein d'études, on les met ensemble, on regarde l'effet global de tout ça. Et il y a quelques années, il y avait des gens qui se battaient par méta-analyse interposée pour dire « ouais, la nôtre, elle montre qu'il y a un effet », et puis il y en avait un autre en face qui disait « ouais, non, c'est pas vrai, moi la mienne, elle montre qu'il n'y a pas d'effet ». Et bien, comme au fur et à mesure que la discussion avance, ils se font des reproches mutuels, donc ils sont obligés d'augmenter la qualité de leur méta-analyse. Et là où on en est, même ceux qui disaient avant qu'il n'y avait pas de problème reconnaissent qu'il y a un effet, c'est-à-dire ils ne disent plus, comme nos farfelus locaux de l'Académie des sciences en particulier, qu'il n'y a pas de problème. Ils disent il y a un problème, mais l'intensité du problème est négligeable. Ce qui est déjà pas pareil. Hein. Ils disent il y a un effet, c'est vrai que ça augmente l'agressivité, mais c'est pas au point où ça pose problème. Alors après, ça c'est qu'une question d'appréciation personnelle, hein, jusqu'où on peut tolérer la violence sans qu'elle pose problème. N'empêche que ce que font remarquer les autres, c'est que plus on restreint la méta-analyse, plus on restreint l'étude aux études les mieux faites, c'est-à-dire les plus fiables, plus l'effet est grand. Vous voyez ? Donc ça indique que probablement, si on prend toutes les études, on sous-estime l'effet, puisque quand on prend les mieux faites, l'effet est plus grand. Voilà, déjà ça c'est un premier facteur. Et puis il y a autre chose, moi, qui me paraît assez clair, c'est que, après tout, un enfant qui n'a aucun souci, qui joue un petit peu de temps en temps un truc, si les parents sont d'accord, très bien. Mais moi, ceux que je rencontre, ils ont un souci. Vous voyez, il y en a, ils cassent la gueule à leurs copains, ils prennent déjà des médicaments pour ça, certains. Et ben, je suis le même raisonnement que si je m'occupais d'enfants diabétiques. Un enfant diabétique, il a trop de sucre. À un moment, le diabétologue, il dit il va falloir diminuer les bonbons. Enfin, on mange pas de bonbons quand on a un diabète. Alors, c'est vrai que c'est triste de ne pas manger de bonbons quand on est enfant, peut-être, mais n'empêche que c'est mieux de ne pas manger de bonbons que d'avoir les complications du diabète. Vous voyez, je suis le même raisonnement. Je pense que c'est mieux de ne pas jouer à Call of Duty et à GTA que de manger des neuroleptiques pour ne pas casser la figure de ses copains. Vous voyez, puisqu'il y a un effet. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont résolus une fois qu'on arrête les jeux, mais clairement, il y a une diminution. Voilà. Donc, là, je vous ai fait assez globalement les effets sur l'aspect cognitif, quoi, voilà. Ce que j'aurais juste voulu ajouter, alors il y a quelque chose qui, moi, m'a mis beaucoup en colère en début d'année, c'est le rapport de l'Académie des sciences sur l'enfant et les écrans. Si on avait peut-être un peu plus de temps, ou s'il y a des choses qui vous intéressent à ce propos, peut-être on peut y revenir, mais je vais quand même vous dire brièvement pourquoi ça m'a mis en colère. Parce que quelqu'un comme Michel Desmurget, il est chercheur en neurosciences et il a écrit un bouquin où il y a plus de 1200 références, je crois, sur les nombreuses études sur les effets de la télé, etc. On a de plus en plus d'études sur les effets des jeux vidéo et il y a peu de raisons de penser que c'est très différent pour la plupart d'entre eux. Et étonnamment, l'Académie des sciences sort un texte en disant vous voyez, il y avait la télé, c'était pas bon, c'était passif, et maintenant il y a les jeux vidéo, c'est très bien, c'est actif et c'est un formidable potentiel pédagogique. Je ne doute pas qu'ils aient envie, pour une raison ou pour une autre, de vendre beaucoup de jeux vidéo, mais le potentiel pédagogique des jeux vidéo reste à démontrer. Vous voyez, c'est pas qu'on ne puisse pas apprendre certaines choses avec un ordinateur, évidemment qu'on peut apprendre des choses avec un ordinateur. Mais il faudra encore pouvoir prouver que c'est mieux de les apprendre avec un ordinateur qu'avec d'autres moyens, vous voyez. Et en l'état actuel des connaissances, c'est pas ce qu'on voit. Voilà. Peut-être qu'un jour on aura des fantastiques logiciels éducatifs
Et certainement que c'est utile de savoir se servir d'un ordinateur pour la société d'aujourd'hui, hein, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais de là à prétendre que ça rend les gens plus intelligents, et ils vont vraiment jusque-là, hein, ils vont même jusqu'à dire que c'est bon pour l'attention, c'est bon pour la mémoire, c'est bon pour tout ça. Alors là, c'est insensé, c'est-à-dire il n'y a pas une once de recherche scientifique qui prouve ce qu'ils disent, et ils ont grossi de façon indécente les travaux d'une seule chercheuse qui se trouve être française et qui se trouve être monstrueusement subventionnée probablement par l'industrie du jeu vidéo, mais qui a publié des résultats extrêmement modestes sur des tâches complètement accessoires du développement cognitif, et ça a été extrapolé à donc c'est bon pour toute l'intelligence, quoi. Et je pourrais vous montrer une petite vidéo rigolote qui illustre de quel type de tâche il s'agit quand les gens de l'Académie des sciences disent « Voyez, c'est fantastique les jeux vidéo pour l'intelligence », et je vous laisserai juger pour vous-même si vous pensez qu'il s'agit d'intelligence ou pas. Je voudrais quand même vous montrer ça aussi, parce que ça fait écho à ce qu'a montré Yann tout à l'heure. Il a un peu insisté là, sur le temps de télé avant l'école. C'est un phénomène tout à fait nouveau qu'on puisse regarder la télé avant l'école, parce qu'avant il n'y avait pas de programme pour les enfants avant l'école, hein, c'était entre 4h et 6h le soir, après il y avait autre chose et avant il y avait autre chose, vous voyez. Mais maintenant où il y a Gulli, il y a tout ce qu'on veut, donc c'est tout le temps si on veut, c'est même à 4h du matin hein, si on veut les programmes pour enfants. Et alors là, c'est les chercheurs, ils ont testé 9 minutes de dessins animés à toute vitesse. Mais ils sont tous à toute vitesse maintenant, je veux dire Naruto, One Piece, je sais pas, qu'est-ce que je peux citer d'autre, enfin, bon, je citais les mangas là, mais globalement c'est un peu tout dans ce style-là. Ça va à une vitesse hallucinante un dessin animé de maintenant pour enfants, c'est fait pour, parce que plus ça va vite, plus ça capte. Hein. Et au bout de 9 minutes, alors c'était dessin animé contre jeu rapide, contre programme éducatif. Et au bout de 9 minutes, ils ont fait passer des tests qui sont des tests absolument standards de bilan neuropsychologique. Alors le premier, c'est un truc, c'est une tâche, je crois, où on doit faire des mouvements un peu contradictoires entre toucher le visage et toucher les jambes, quelque chose comme ça. Le deuxième, c'est des chiffres à l'envers. Le troisième, je trouve que c'est le plus intéressant, c'est les tours de Hanoï. C'est un petit casse-tête classique où vous avez 3 pics avec des tours... Enfin, des cercles en bois, et les plus grands ne peuvent pas être sur les plus petits, et vous devez passer tous les cercles de la première à la troisième tour. Donc c'est une tâche typique considérée par les neuropsychologues comme une tâche de raisonnement, de planification. Voilà. Et ben, au bout de 9 minutes, les performances de tous ces tests, qui étaient plutôt des tests de fonction, ce qu'on appelle fonction exécutive, donc des choses qui sont utiles pour le raisonnement, s'effondrent. Il a suffi de 9 minutes. Vous voyez que le programme éducatif, l'effet est neutre, hein, et dessiné avec papier crayon, l'effet est plutôt positif. Donc il y a une contradiction absolue à passer 1 heure devant Bob l'éponge avant d'aller à l'école le matin, parce qu'en fait ça vous épuise le système attentionnel, en fait, le système de la planification, avant le moment où on en a besoin. Vous voyez, avant l'école, quoi. Donc c'est pas très sympa pour les enseignants, j'imagine. Surtout que l'enfant dont le système attentionnel est épuisé, en général, c'est un enfant agité. Hein. Voilà, alors ça c'était la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est... Bon, si le sujet vous passionne, on pourra en discuter. Je vous dirai quelle vidéo vous pouvez aller voir sur Internet de la dame qui dit n'importe quoi. Elle s'appelle Daphné Bavelier. Elle est chercheuse. Il y a une conférence TED Talk qu'on peut voir sur Internet où elle explique... mais elle jubile pour expliquer aux gens que ces jeux qui font peur aux parents, les Call of Duty et les GTA, en fait c'est très bon pour l'intelligence, ça améliore votre vision, donc ça faut déjà oser le dire quand même, vous voyez mieux quand vous jouez à des jeux comme ça, et ça améliore votre attention, et alors non, le premier truc qu'elle dit, c'est ça améliore votre capacité à résister aux interférences. Et le premier exemple qu'elle donne, c'est une tâche pareil de base des neuropsychologues qui s'appelle la tâche de Stroop. On vous demande de lire des noms de couleurs, sauf que jaune c'est écrit en rouge et vert c'est écrit en bleu, etc. Et il faut dire ce que vous lisez et pas le nom de la couleur, ou le contraire, je sais plus. Enfin bref, c'est une tâche ou une interférence. Et donc normalement ça vous parasite un tout petit peu de faire un truc aussi bizarre, donc vous êtes un tout petit peu plus lent. Alors elle prétend que les gens qui jouent à Call of Duty sont plus rapides que les autres. Bon, très bien, je vous dirai après comment elle l'a prouvé, parce que c'est assez intéressant. Et puis son dernier truc c'est... et puis regardez, là vous avez 5 points qui se battent en duel sur l'écran, ou 3 ou 4 ou 7.
Et puis, à un moment, les jaunes vont devenir bleus au milieu des autres qui sont tous jaunes, qui sont tous bleus, et vous allez devoir dire lesquels étaient jaunes. Voilà. Et alors elle dit que bon, les non-joueurs de jeux vidéo, ils sont capables d'en pister 3 à la suite, et les joueurs de jeux vidéo, ils en pistent 7 à la suite. Voilà. On peut se demander quel est l'intérêt de ce genre de tâches au niveau scolaire. Hein, voyez. J'attire votre attention sur le fait que dans le rapport de l'Académie des sciences, toute la bibliographie sur écran et cognition repose sur les travaux de cette femme, c'est-à-dire sur ce que je viens de vous dire. Et je n'exagère pas du tout, c'est-à-dire vous avez à la fin du rapport qui est gratuit sur Internet, il y a la bibliographie, ils expliquent comment ils ont fait pour la trouver, ils sont soi-disant allés dans une base de données, ils ont cherché les articles, ils en ont trouvé 8. C'est insensé parce que moi quand je fais la même recherche sur Internet avec les mêmes mots-clés, j'en trouve 876 je crois. Donc eux ils en ont choisi 8. Parmi les 8 qu'ils ont choisis, il y en a 4 de Daphné Bavelier. Il y en a 2, c'est sur des articles de Daphné Bavelier. Il y en a un, il n'existe pas. Il y en a un, c'est autre chose. Autrement dit, c'est comme si 7/8 de la littérature scientifique sur la cognition et les écrans, c'était les travaux de Daphné Bavelier. Vous voyez, c'est vous dire le niveau de science de ce rapport, quoi, qui est indécent par ailleurs. Voilà. Alors, je vais vous montrer un maître de l'attention visuelle au sens de Daphné Bavelier. Voilà. C'est spectaculaire. Il n'y en a pas un d'entre nous qui est capable de faire ça, même avec de l'entraînement. Voyez. Donc au sens où cette dame pense que les jeux vidéo sont bons pour l'intelligence, nous avons là un maître. Donc Yann, si tu veux vraiment des élèves performants l'année prochaine, tu sais où tu peux les recruter. Je m'entendrai bien avec eux, je pense. Voilà. C'est juste insensé de corréler l'apprentissage ou l'intelligence avec ce genre de tâches. Ça n'a pas de sens, vous voyez. Et je peux même dire que j'ai trouvé dans Nature, qui est l'une des plus grandes revues scientifiques, une citation de la même dame, que je trouve malhonnête, mais quand même à la limite de l'honnêteté, où elle dit effectivement les jeux vidéo ont prouvé qu'ils augmentaient l'intelligence, l'attention, je ne sais plus comment elle dit, quelque chose comme ça. Elle dit l'attention visuelle, enfin c'est ça l'attention visuelle. Et après elle dit mais si l'on entend par attention la capacité à fixer, à orienter, enfin je sais plus comment elle dit, à se concentrer sur un flot lent de données tel que la salle de classe, donc c'est un flot lent de données que tu fais en fait, alors là il y aurait quelques recherches qui montreraient la possibilité d'un effet négatif des jeux vidéo. Voilà, le mot conditionnel, etc. Mais en l'état actuel des connaissances, c'est exactement le contraire qui est montré. Alors je vais donner deux illustrations de ça, puis je m'arrête pour qu'on puisse discuter. Mais d'une part, aux États-Unis, il y a eu des programmes, un ordinateur par élève ou des choses comme ça, qui étaient subventionnés par les États, l'État de New York. Les résultats des étudiants ont tellement chuté qu'ils ont arrêté ce genre de bêtises. Ils se sont rendus compte que c'était pas comme ça qui les aiderait à être plus performants. Voilà, ça c'est la première chose. Et l'autre chose, et ça c'est très facile à trouver, c'est des articles du New York Times, c'est absolument public. Et l'autre, c'est dans la Silicon Valley aux États-Unis. Donc là où il y a le plus gros regroupement de sociétés d'informatique, eBay, Google, tous ces gens-là sont là-bas. Les PDG de ces boîtes-là mettent, paraît-il, massivement leurs enfants dans des écoles Steiner, dans des écoles privées un peu alternatives, d'ailleurs on en trouve en France, des écoles Steiner dont le choix éducatif, c'est pas d'écran à l'école, et ils privilégient la lecture, le sport et la musique. Voilà. Donc, je pense qu'on peut quand même se poser un tout petit peu la question si ces gens qui ont beaucoup d'argent, qui gagnent leur vie avec l'informatique, qui savent très bien servir d'ordinateur, font ce choix-là pour leurs enfants. Je pense qu'ils ont dû y réfléchir, ils doivent avoir de bonnes raisons pour ça. Donc en l'état actuel des connaissances, il n'y a pas forcément beaucoup de raisons de faire autrement, si ce n'est que, évidemment, que c'est très utile de savoir se servir d'un ordi et que, idéalement, même savoir comment ça marche, programmer, c'est certainement des choses très très intéressantes à faire, mais moi, dans la vraie vie, je rencontre rarement d'enfants qui programment. Voilà, c'est pas ça qu'ils font, ceux que je rencontre. Voilà. C'est à peu près ce que je voulais dire, mais peut-être allez-y si vous avez des réactions. Alors en fait, oui, en vrai, j'avais prévu de vous montrer des images horribles, de jeux horribles, mais comme il y a beaucoup d'enfants, je le ferai pas. Je peux faire sortir les enfants, sinon, parce que c'est pas mal, moi je l'ai vu.
les enfants qui veulent aller faire des jeux. les papas, ils vont être contents parce que moi, sinon vous irez voir sur internet. Non, mais allez voir sur internet si vous voulez. C'est sur YouTube. On peut passer. C'est ça le plus intéressant, je pense, c'est le côté interactif. Donc, en général, quand on propose ça, il y a un grand silence, il n'y a personne qui veut poser de questions. Et après, dès qu'il y en a un qui s'est lancé, ah super. Dès qu'il y en a un qui s'est lancé, après, il faut dire bon, maintenant stop. 1 heure après. Donc, alors. Après, on poursuivra ça par un apéritif. Donc moi, je propose que dans 20 minutes, on dise stop, parce que quand même, on a faim, puis on a envie de boire un canon, puis de vous dire merci à tous d'être venus. Et on se donne 20 minutes, et puis après, ceux qui veulent, on pourra continuer la discussion au bar. N'est-ce pas, Bruno? Alors, vous avez une question? Oui, je pense qu'on a parlé essentiellement des exagérations des adultes sur les jeux et sur ou la télé éventuellement. Est-ce qu'il y a un âge qui fait qu'à un moment donné, ce développement ou ces facultés scolaires d'attention ou de concentration fait qu'il n'y a plus d'influence? Vraisemblablement pas. C'est-à-dire vraisemblablement c'est pareil pour nous autres, les adultes. Voilà. Et après pour ce qui est de la... C'est vrai, vous avez raison, on a parlé des abus. Mais il y a un flou énorme, par exemple, dans le texte de l'Académie des sciences sur ce que c'est qu'un abus. Je sais pas, vous le situez à partir de combien de temps par jour, l'abus, vous? C'est un peu comme tout à l'heure, vous disiez 2 heures, si on limitait 2 heures de jeux vidéo à l'enfant, ou de télé. Mais 2 heures, ça dépend ce qu'il regarde et ça dépend ce qu'il fait. Si effectivement il regarde du Gulli avec des jeux, du Pokémon, ça va. Même s'il regarde effectivement les amis. Alors après, il y a la question du contenu. Voilà. Mais c'est vrai que ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'effet sur l'attention, c'est indépendant du contenu. C'est-à-dire même si c'est un programme adapté à l'enfant, c'est pareil, ça scintille pareil et ça capte son attention pareil. Vous voyez? C'est-à-dire 4 heures de programme éducatif, ça fait le même effet sur l'attention que 4 heures d'autres choses, a priori. Vous voyez, c'est indépendant du contenu, l'effet des écrans par rapport aux autres activités. Et ensuite, pour ce qui est des abus, c'est vrai que comme il n'y a pas de dose avec un effet positif, on peut faire le choix qu'avec des enfants qui n'ont pas de soucis particuliers, ma foi, c'est pas grave, vous voyez, de regarder 1 heure, 2 heures, etc. Mais quand on regarde les statistiques là, de Yann de tout à l'heure, non, c'était des pourcentages tout à l'heure, mais moi j'ai des statistiques là, d'un collège de Bourg-en-Bresse la semaine dernière où je lis durant la semaine, les élèves passent en moyenne plus de 3 heures par jour devant un écran, pendant les week-ends en moyenne 6 heures par jour. 42% des élèves ont une télévision dans leur chambre, 70% la connexion internet, 52% la console dans la chambre, etc. Je veux dire, je ne sais pas ce que c'est un usage abusif, mais là, si on regarde avec les projections de ce que dit la recherche sur le sujet, vous voyez, on est à des effets qui sont très très importants. Comme disait Yann, au-delà de 3 heures par jour, un enfant voit plus les écrans que son enseignant dans l'année. Voilà. Et en fait, à l'heure actuelle, on va dire au moins 50% des enfants et doit être du côté de 3-4 heures par jour. Là-dessus, c'est quand on se pose vraiment la question et quand on mesure vraiment, en fait, on se rend compte on se dit, non, moi jamais mon enfant regarde 3 heures. Et en fait, on se rend compte, des fois on fait des vraies mesures, puis on regarde ce que disent les parents. C'est pas que les parents mentent, hein, mais on se rend pas compte en fait. Ça a été montré aussi scientifiquement, on se rend pas compte, parce que le temps passe tellement vite quand ils sont devant la télé. Et en fait, ça va vite, hein, 1 demi-heure plus 1 demi-heure, je vais pas vous la faire, mais ça fait vite, très vite 2 heures. C'est-à-dire entre la DS, la console, l'ordi et la télé, vous voyez, si on additionne tout ça, 2 heures c'est très très vite atteint. Voilà. Il y a des chiffres que vous trouverez peut-être à droite à gauche qui... Alors c'est pareil, on n'est pas là pour donner des leçons ni donner des chiffres, en tout cas Bruno tu me reprends. Mais on lit dans certaines bibliographies qu'avant 3 ans c'est quand même fortement déconseillé de mettre un enfant devant la télé. On lit aussi, alors je sais pas ce que ça vaut, hein. On lit aussi des chiffres qui sont peut-être farfelus, mais qu'en gros 1 heure de télévision par âge, en gros un enfant de 6 ans ça ferait 6 heures par semaine. Voilà, c'est un peu des chiffres à pas dépasser. Bon, ça, ce que ça vaut scientifiquement, j'en sais rien, à voir. En tout cas, ce qui est sûr, ce qu'on lit et ce qui est un peu plus étayé scientifiquement, c'est que c'est très important, c'est qu'il y ait la présence d'un adulte à côté, je crois. Enfin, que le parent sache vraiment ce que fait l'enfant. Voilà. Parce que moi, j'en vois beaucoup qui me disent je zappe, je fais ce que je veux. Ou alors, je fais de l'ordinateur, je fais YouTube. Mes parents, ils me mettent avec l'iPad, je fais YouTube, je fais ce que je veux. Moi, j'ai déjà été sur YouTube avec ma gamine pour chercher je sais pas quoi.
Désolé, mais ça va vite dans les vidéos qu'on nous propose à côté, on arrive vite vers le même genre d'image, quoi. Bref, je passe la parole à quelqu'un d'autre. Alors donc nous à Châtillon on mène une expérience depuis 4 ans. On demande les statistiques aux parents de combien d'heures par jour. Alors nous on le fait nominativement, pas pour mettre le doigt sur quelque chose, forcément un tel fait ça, mais pour croiser, entre guillemets, de façon un peu empirique on va dire, avec les résultats scolaires. Et c'est flagrant au niveau du langage, des suivis orthophonistes, et voilà, comment vous disiez, l'enfant est adapté. Et on a remarqué qu'un enfant qui est en dessous de 7 heures par semaine, de n'importe quel âge qu'il soit, les résultats scolaires sont beaucoup bien meilleurs, quoi. Ça n'a rien à voir avec un enfant qui est au-delà de 7 heures, en général. 7 heures par semaine, c'est super vite atteint, pour le coup. Hein. C'est déjà beaucoup, moi je trouve. Voilà, et... Oui, non, mais 7 heures par semaine, vous êtes très très en dessous de la moyenne. Oui, mais je sais bien, mais on voit vraiment qu'un enfant qui a moins de 7 heures par semaine, voilà. C'est un autre enfant, quoi. Mais, c'est un enfant qui mais joue. Bon, voilà, c'est intéressant hein, comme expérience. Après, ce qu'il faudrait tester, c'est parce qu'il y aura toujours des gens, et en particulier dans ma profession, pour dire oui, mais c'est pas ça le problème, c'est autre chose, c'est d'autres facteurs, c'est celui qui voit peu la télé, c'est qu'en fait ses parents ils font beaucoup de trucs avec lui, en fait c'est ça qui fait la différence. Il faudrait pouvoir tester, mais ça a été fait hein, d'ailleurs, l'effet de la réduction d'écran. C'est-à-dire qu'un enfant qui a les problèmes pour lesquels on réduit la quantité, qui voit beaucoup, et ben, il y a une amélioration. Alors après, moi je peux raconter des histoires un peu extrêmes, mais j'ai une collègue psychologue qui est passionnée de cette question-là depuis 10 ans, avec qui je travaillais avant. Et récemment, elle m'a raconté une histoire d'un enfant qui demande à consulter au CMP, enfant de médecin, motif de consultation, hallucination verbale et auditive. Et ça, pour des psys, c'est inquiétant hein, tout de suite. Hein. Enfin, c'est la schizophrénie, enfin voilà. Et on sait aussi que les personnes qui ont des syndromes de stress post-traumatique ont des choses qui ressemblent à des hallucinations. Et elle s'est aperçue que cet enfant il était exposé à beaucoup de choses extrêmement violentes et que visiblement, lui, il supportait pas en tout cas. Et alors que d'autres auraient peut-être dit, oh là là, mais il faut lui mettre des médicaments contre les hallucinations, etc. Là, je lui ai dit aux parents, écoutez, je vous propose un truc, on essaye, vous arrêtez tout ça. Et en 2 semaines, l'enfant, il avait plus d'hallucinations, quoi. Voilà. Et c'était il y a plusieurs mois, il n'y a pas eu de rechute. C'est juste pour dire qu'on n'est pas tous faits pour supporter ça non plus. Hein. Faut savoir modifier, quoi, limiter, qu'il y a un effet de changer. Vous voyez, c'est pas évidemment que quand on dit c'est pas bon pour le développement du langage dans les 3 premières années, ça veut pas dire que c'est foutu pour après, quoi. Et puis de la même façon, à l'âge adulte, il y a des tas d'études sur l'apparition de la démence. Il y a de bonnes raisons de penser que plus on passe de temps devant la télé à l'âge adulte, plus notre démence elle arrivera un petit peu tôt. Voilà, c'est pas grave, hein, ça sera quelques années plus tôt. C'est quand même gênant. Il y a même des chercheurs. Alors, ce qu'il faut dire, là, j'ai surtout parlé du côté intellectuel parce que c'est dans le contexte où c'est Yann qui m'a proposé ça, puis il est enseignant, mais en réalité, il y a beaucoup d'autres effets dont on n'a pas parlé, comme sur l'obésité. Enfin, vous voyez, c'est une préoccupation croissante hein, dans la population, le surpoids des enfants, et on sait qu'il y a une corrélation très importante, plus tous les effets de la pub, l'exposition à la pub. Moi, je trouve ça délirant quand même. Les pubs pour enfants avec écrit en dessous mangez, bougez, buvez 5 légumes par jour, là, ça frappe à dingue. Parce qu'on sait que ça n'a aucun effet, ce qu'il y a en dessous. Par contre, le quick qui passe au-dessus, là, il n'y a aucun souci, ça marche. Et un autre truc aussi dont on n'a pas parlé, mais c'est pas très loin de la question des écrans, c'est les textos. Et par rapport au sommeil, les statistiques alors américaines, c'est 3500 textos par adolescent, je crois, par mois. 3500 par mois. Et quand tu regardes la distribution, il y en a au milieu de la nuit. Alors vous imaginez bien qu'avoir un sommeil de bonne qualité, quand le téléphone fait un petit texto qu'on répond et qu'on se rendort, c'est juste pas le même le sommeil. Alors c'est 3500 aux États-Unis, mais je crois que les derniers chiffres en France c'est peut-être 1500, 2000, enfin oui, on n'est pas loin derrière. On va croire que c'est très différent ici, quoi. Alors moi j'avais une question juste par curiosité, j'aimerais savoir si dans vos statistiques vous avez fait une différence entre filles et garçons. Et s'il y avait plus de garçons exposés à la violence ou si ça touchait autant les filles. Voilà. Alors, c'est pas des miennes, là, mais je vais avoir plus de renseignements sur celle-ci. Traditionnellement, les filles sont